Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Virgile Candel de la chaîne Connexion Mystère. Donc il y en a certains qui connaissent peut-être pas Virgile, donc Virgile, je vais te proposer de te laisser te présenter à tous ceux qui te connaissent pas. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Virgile Candeil, dont je suis le créateur de la chaîne Connexion Mystère, voilà, qui parle de créatures étranges, qu'on appelle aussi les cryptides, ici en France, mais pas que. Oui, comme tu l'as dit, tu as cette chaîne-là parce que j'aimerais que tu nous rappelles pourquoi tu as créé cette chaîne justement. Alors je vais le faire, je vais peut-être me répéter pour certains, mais je vais répondre à la question. Alors j'ai créé cette chaîne lors du troisième confinement, alors je ne sais plus s'il y en avait eu trois, mais je sais que c'était pendant un confinement. Le dernier en date en tout cas. Et, euh, et voilà, j'avais marre, je saturais de rester à la maison, de ne pas savoir si je pouvais aller travailler. C'était vraiment une situation très compliquée pour moi. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'action, que je rebondisse, que je fasse quelque chose. Et je suis parti dans cette idée de pourquoi pas ouvrir cette chaîne Connexion Mystère pour X raisons, hein, voilà, parce que Lionel Camille avait décidé de ne plus parler de ce sujet-là, Oui. ce qui m'avait attristé. Hein. Et bon, une autre chaîne à côté, mais qui, hélas, lors de ces reportages, rajoutait des effets un petit peu plus que discutables. Donc, ça me gênait en tant que témoin. Et voilà, les mois sont passés, et puis voilà, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il faut être franc. Et je me suis dit, allez, je vais recontacter les témoins que j'avais aux États-Unis à l'époque, avec qui j'ai changé. Et voilà, et j'ai ouvert la chaîne Connexion Mystère comme ça, avec des témoignages inédits venus des États-Unis. Et puis maintenant, ben voilà, la chaîne a bien prospéré, a bien progressé, et j'en suis très content. Oui, c'est ça. Donc des témoignages de Docman, majoritairement, que les gens il y en a qui appellent ça loup-garou ou autre. Mais toi, comme tu l'as dit, t'as été témoin. Tu aurais vu une de ces créatures, justement. Si tu pouvais nous rappeler ton témoignage. Ben, alors moi j'ai été témoin en 2003, voilà, c'était lors d'une nuit, hein. Et c'était arrivé à un petit virage, voilà, j'ai eu les phares, les pleins phares sur une créature, on va dire, sur une bestiole noire, mais d'un noir que j'ai jamais revu d'ailleurs, un noir vraiment très très profond. Et cette bête était en train de déguster son petit plat du soir, hein. Je me rappelle qu'elle avait, alors elle était en train de manger un animal qui était mort. Je me demande et je me pose cette question encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'était peut-être dû à une voiture qui avait percuté un animal. Et en fait, cette bête était juste venue là pour le récupérer, le manger. Après, je peux me tromper, mais je me dis, si elle restait sur le bord de la route pour la bouffer, en principe, tu vois, c'est que l'animal était peut-être sur la route et elle a récupéré pour le manger. Après, c'est mon point de vue. Et donc, elle avait une grosse partie de cet animal qu'elle maintenait sous un de ses genoux et une autre petite partie qu'elle avait dans ses mains. Et c'est ce qui m'a traumatisé et marqué, c'est-à-dire qu'elle mangeait avec ses deux mains, comme ça, quoi. Comme nous, on mange un sandwich ou un hamburger, donc elle utilisait ses mains comme un humain, hein. Il faut le dire, et c'est ce qui m'a vraiment, comment dire, amené à me poser beaucoup de questions après, par la suite, parce que j'ai toujours essayé, mon cerveau en tout cas, a toujours essayé de faire abstraction de cette vision où elle mangeait avec ses deux mains, parce que ben, c'est pas normal, c'est absolument pas normal. Et mais bon, c'est resté parce que ben, en même temps, je suis pas fou, je suis très sain de corps et d'esprit. Je sais ce que j'ai vu ce soir-là et tout ce que je dis là est la stricte vérité. Maintenant que des gens ne me croient pas, je peux tout à fait l'entendre et le comprendre parce que je pourrais très bien être à leur place. Hein. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cette observation en 2003, peut-être que je serais comme eux, je dirais ouais bon, c'est peut-être un peu gros quand même de voir des loups-garous, des machins comme ça. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne choisit pas, ça nous tombe dessus comme ça, et puis eh ben, on doit faire avec. Et comme je le dis toujours, il y a toujours un avant et un après. Exactement, ouais.
Et d'ailleurs, après, tu as eu, comme tu l'as dit, différents témoignages. Et dans les témoignages que tu as eu dans les différentes affaires, quelle est, laquelle t'a le plus marqué? Ben, à chaque fois, je dis Alain parce qu'Alain, c'est vrai que euh, c'est le témoignage qui a permis à nous, témoins, de se dire qu'on n'était pas fou, qu'on n'était pas seul et qu'on allait pouvoir aussi enfin ouvrir le débat, discuter de ça et surtout voilà, parler. Voilà, il a vraiment libéré la parole. Et après, est-ce que c'est vraiment le témoignage qui m'a le plus marqué? Oui, mais c'est vrai qu'en écoutant d'autres témoignages que j'ai sur la chaîne, il y en a quand même qui font froid dans le dos. Après, il y en a un auquel je pense beaucoup, c'est celui de Martin Grove, qui va être traduit très bientôt sur la chaîne, là, qui lui a vécu une situation absolument terrifiante, qui a été shérif lors de l'affaire de Land Between the Lake et qui a été par la suite, qui était par la même occasion park ranger. Voilà, donc depuis qu'il est à la retraite, il a commencé à divulguer des informations, à parler de ses expériences et son observation est complètement dingue. Elle sera très prochainement sur la chaîne. Et j'espère le rencontrer en avril au Kentucky si toute l'organisation que je suis en train de mettre en place pour m'y rendre puisse voir le jour et voilà, si tout se passe bien. Donc je dirais que Martin Groves reste quand même pour moi le témoignage le plus terrifiant, le plus marquant que j'ai eu à écouter, à entendre. Surtout quand c'est la personne qui vous la raconte, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment l'air très sincère, surtout par rapport à son passé et son statut qu'il avait. Donc, je le vois mal inventer tout ça. Et ensuite, on va dire, allez, en ce qui concerne la France, je pense qu'il y en a plein ils sont tous intéressants parce que chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice, amène des éléments nouveaux, mais je dirais celui quand même d'Alain parce que pour moi, ça a été, quand Alain a parlé, ça a été une révélation et je me suis senti soulagé et heureux de savoir que j'étais plus seul. Donc, il y a un côté affectif aussi avec ce témoignage. Ok, d'accord. Ouais, et, l'affaire dont tu parles là, avec ce shérif, c'est pas quand il y a eu le massacre d'une famille, c'est pas ça? C'est ça, c'est exactement Ouais, ça. ouais. Je l'ai vu, ouais, ou des soldats américains, il a fallu l'intervention de soldats Alors américains. après, voilà, je pense que cette affaire a pris des proportions un peu sensationnelles. Et moi, au début, je pensais réellement que je traitais une légende urbaine. Hmm. Mais finalement, je m'aperçois que dans cette histoire, il y a une part de vérité. C'est pas une légende. Il y a bien eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, ça s'est pas forcément passé comme on nous le fait entendre par rapport à cette histoire absolument terrifiante et sanglante, hein, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et je compte bien en savoir plus dans les mois et les années qui arrivent. Et j'espère du coup me rendre sur les lieux. Après, je t'avoue que je fais pas le malin parce que pour avoir encore discuté avec certaines personnes, ce qui se passe là-bas est assez terrifiant. Hein. Il y a quand même pas mal de choses, pas mal de gens, de corps de personnes qui sont retrouvés où ça pose vraiment question. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a de réelles attaques et qu'il n'y en a pas qu'une seule et que ça se passe je dirais peut-être pas fréquemment, mais régulièrement. D'accord, donc là tu confirmes, selon tes infos, qu'il y a encore des apparitions, il y a encore des gens qui voient des choses là-bas. Écoute, je vais te dire ce que m'a dit Martine. Hein. Martine, en fait, il a retrouvé des corps dans les forêts où il a été obligé d'expliquer que c'était des lions de montagne ou des ours qui avaient donc mis en charpie les gens retrouvés morts. Maintenant, Hmm. depuis qu'il est à la retraite, que la parole s'est libérée pour lui, qu'il est plus sous contrainte, on va dire, pour lui, c'est le dogman. C'est clair, net et D'accord. précis. Et d'ailleurs, pour ce qu'il a vécu là-bas, il pense qu'il aurait pu
lui aussi ne pas y échapper et y rester. Mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a réussi à s'extirper de cette situation horrifique, hein, et qu'il a survécu à cette rencontre avec le Dogman là-bas. Mais ça, je peux pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler son histoire. Oui, Mais voilà, non, il bien se sûr. passe beaucoup de choses là-bas et c'est assez inquiétant. Ouais. Il y a eu Et je aussi, trouve ça même. j'avais entendu le monsieur qui tient la chaîne Cryptid Institute m'avait parlé aussi d'un groupe d'enfants qui avait disparu dans le début des années 70, dont on a retrouvé aucune trace, rien du tout. D'accord. D'accord. Mais moi, ça me fait penser. Donc, tu parles de ce shérif qui est à la retraite. Donc, ces corps ont dû passer de suite avec l'enquête, j'imagine, devant un médecin légiste. Et je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas de témoignage d'un médecin légiste justement pour expliquer. Et c'est très Qui doit compliqué être à la parce que retraite aussi peut-être. c'est des endroits où, enfin, c'est des endroits qui sont réputés pour le tourisme. Donc, si ne serait-ce que une mauvaise réputation arrive aux oreilles des touristes ou des gens qui veulent aller passer du bon temps là-bas, ben, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être dangereux pour faire tourner la roue de l'argent. Donc, je pense qu'il y a surtout cet aspect monétaire qu'il faut prendre en considération, comme avec cette histoire euh, avec l'ami Craig qui était venu, qui est amérindien, hein, qui est du Dakota du Nord. Oui, je l'ai lu. Ouais. Lui, il parlait pareil, il disait qu'il était carrément allé à la mairie parce qu'il s'est dit, oh mon Dieu, ça va être chaud s'il y a des trucs comme ça qui traînent. Et voilà, en gros, à la mairie, ils ont dit, bon, ben, monsieur, vous êtes bien gentil, mais voilà. Et avoir le jour, la fête de l'indépendance très bientôt, non, non, on dit rien. Pareil, donc il y a ce côté où les gens, ben, euh, c'est mieux qu'ils ne savent pas parce que sinon, ben, ils resteraient chez eux, ils viendraient pas profiter du grand air et ils viendraient pas se balader dans des grands parcs et du coup, ils ne consommeraient rien. Euh, voilà. Après, bon, peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne croient pas à ça et du coup, même si on leur disait, ils se diraient ouais, c'est pas grave, ça c'est des histoires à dormir debout. Mais je sais que j'ai là, comme je suis en partenariat avec la chaîne Cryptid Institute, qui se situe du coup dans le Kentucky, je sais que le monsieur a fait venir un témoin qui a vraiment participé donc à cette histoire du Land Between the Lake. Donc, je ne sais plus s'il est témoin ou s'il a été appelé pour se rendre sur les lieux. Donc c'est des témoignages que j'ai le droit, parce que j'ai eu le droit de la part du responsable de la chaîne, de pouvoir traduire et partager ici avec la communauté et avec tous les Français. Le seul problème, c'est que ben, il faut traduire, il faut faire, ça demande du temps, beaucoup de travail, et ce temps-là, ben, c'est compliqué de le trouver. Mais c'est déjà super de savoir que je peux utiliser toutes ces vidéos avec l'accord du responsable de la chaîne pour le partager dans l'avenir sur la chaîne. Ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et tu vois, cette affaire, moi aussi, elle m'avait marqué puisqu'il y a eu des attaques. Parce que habituellement, quand on écoute les témoignages du Dogman, il n'y a pas d'attaque. Il y a cette apparition où il y a juste un face-à-face, mais la créature a l'air d'être désintéressée par la personne et elle continue son chemin, ce qu'elle fait et tout. C'est pour ça que c'est assez étonnant comme affaire. Mais ce qui est compliqué, c'est que on dit toujours, ouais, ça attaque pas, ça attaque pas. Mais bon, au final, on n'y a pas parlé au Dogman, on n'y a pas parlé au loup-garou, on n'y a pas dit, hey, pourquoi t'attaques pas? Et il nous a pas répondu. Donc au final, on peut tout imaginer. Alors bien sûr que par rapport à ce qu'on entend, on a l'impression que effectivement, il passe pas forcément l'attaque. Pourtant, il y a des témoins qui disent, j'ai eu peur pour ma vie et je pense que cette chose allait peut-être m'attaquer. Et puis quelqu'un a interféré, est arrivé. Voilà, donc il y a quand même des témoignages où on a vraiment l'impression que le témoin va vraiment être attaqué. Mais comme quelqu'un arrive ou voilà, hop, la chose n'est plus là. Donc moi je pense qu'il faut rester prudent. Ok, d'après ce que l'on peut entendre, on a l'impression, c'est ça, c'est une impression que cette chose n'attaque pas, mais il faut quand même être méfiant. Euh,
on n'a pas encore invité le Dogman au restaurant pour échanger avec lui. Donc, on ne sait pas grand-chose. Donc, il faut vraiment rester sur nos gardes là-dessus. Et puis on verra bien. Hein. Il faut continuer à chercher, à enquêter. Et puis, voilà, essayer d'avoir le maximum d'informations. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Kentucky, et peut-être pas aussi que le Kentucky, on a vraiment l'impression que c'est agressif et que ça passe à l'attaque. Hein. Mais encore une fois, je dis ce que moi j'entends et ce qu'on partage avec moi. Est-ce que c'est fiable à 100%? Encore une fois, c'est très compliqué de le dire. Mais c'est ce qui fait tout le charme de l'enquête. Mais d'ailleurs, c'est ça. Et d'ailleurs, on a parlé de ton ami amérindien qui est venu témoigner. C'est vrai que dans les légendes amérindiennes, on parle souvent de ce type de créature aussi. Ils en parlent. Donc, oui, il y avait le Skinwalker. Tout ça, ouais. Ben ouais, eux, c'est ce qu'ils appellent les change-peau. Ils les appellent comme ça. Ouais. Parce que d'ailleurs, tu as eu l'occasion de te rendre dans l'Utah, où il y a le fameux ranch, où justement, il y a eu ce type d'apparition là-bas. Donc j'aimerais que tu as fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais que tu reviennes avec nous là-dessus sur ton ressenti quand tu es sur place, parce que c'est pas la même que, bien évidemment, de regarder un documentaire dessus, mais ton ressenti là-dessus, ce que tu as ressenti quand tu es allé là-bas. Alors déjà, vous, dans le reportage qu'il y aura sur la chaîne, vous aurez un témoignage de Skinwalker. C'est-à-dire que la personne chez qui j'ai pu me rendre là-bas, qui m'a hébergé, j'avais déjà fait sa rencontre parce que je faisais des recherches de personnes, de témoins qui avaient donc observé le Skinwalker. Et c'est vrai que Melinda m'avait répondu en expliquant que il y était arrivé cette expérience-là, dont aussi une amie à elle. Donc vous aurez l'expérience de Melinda et aussi celle de son amie, qui elle parle carrément qu'elle avait filmé quelque chose sur une caméra de surveillance. Donc ça c'est intéressant aussi. Et Melinda avait pu voir cette vidéo. Et donc on parle là de Skinwalker effectivement. Après pour en revenir sur mon voyage là-bas, c'était à la fois génial, très excitant. J'ai rencontré des personnes incroyables, mais aussi j'ai été déçu voilà, de certains comportements, de voir que je suis pas sûr que tout soit aussi beau qu'on veuille nous le dire à travers une série télévisée. Et puis, en ayant rencontré aussi les acteurs de ces séries-là, j'ai pu voir que quand on les a en face, nous, et quand on échange sincèrement avec eux, j'ai l'impression qu'il y a deux faces. Il y a la vraie personne qu'on côtoie, avec qui on échange, et il y a la personne de la série, où on a l'impression qu'elle surjoue plein de choses. C'est différent. Mais voilà, donc ça n'a pas été évident tous les jours, parce que j'ai des valeurs morales assez fortes, et du coup, voilà, il y a des jours où c'était plus difficile que d'autres, parce que j'étais confronté comment dire, à ce système, à money is money, quoi. J'avais l'impression que tout se marchandait. Je pouvais aller nulle part sans qu'il fallait sortir un billet. Enfin, j'avais l'impression qu'on comprenait pas trop ma démarche des fois, et que ces gens là-bas attendaient plus des fanboys, des fangirls, voilà, des fans de séries et tout ça. Et puis même en ayant échangé certaines informations, j'ai pas trouvé que enfin, il n'y a pas eu cet échange-là que j'avais pu retrouver par exemple au Japon. Donc pour moi, il est important de faire des connexions dans la recherche qu'on entreprend, parce que c'est une recherche déjà très très complexe. Et je pense que s'entraider est sûrement une des choses la plus importantes. Donc créer du lien, essayer d'avoir des informations auprès de l'un, de l'autre, pour faire des connexions à travers le travail que l'on fournit, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique. Mais ouais, là, j'ai pas senti forcément que il y avait eu cet échange-là. Mais heureusement, encore une fois, hein, il y a d'autres personnes avec qui c'est très bien passé, qui font d'ailleurs du très très beau travail. Et là, il y a vraiment eu des échanges qui ont été faits. Mais voilà, ça n'a pas été tout le temps évident. Ça n'a pas été tout le temps évident.
Ouais, parce que il me semble que ce fameux ranch là-bas dans l'Utah est aujourd'hui sous contrôle du gouvernement américain. C'est ça, il y a des agents fédéraux qui traînent par là-bas. Ben, c'est surtout que ça a Qui- été racheté hein, par un milliardaire. Hein, voilà. Et, euh, et donc, c'est lui un peu qui gère le business du Skinwalker Hmm. Ranch, la série, les secrets du Skinwalker Ranch. Après, voilà, il y a des personnes à l'intérieur qui travaillent à essayer de comprendre et de savoir ce qui s'y passe. Maintenant, est-ce que c'est les meilleurs scientifiques qu'on pouvait y mettre là-dessus? Je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire. Je pense qu'il y a Hmm. des scientifiques qui sont sûrement peut-être bien plus euh, qui ont bien plus de qualité et qualifiés pour travailler là-bas que peut-être certains qui s'y trouvent. Mais bon, après, c'est encore une fois, c'est comme point de vue, donc c'est Hmm. compliqué. Je suis resté là-bas, j'ai rencontré ces gens-là, mais je suis pas resté avec eux tous les jours à les côtoyer. Donc, mais je, je, j'ai l'impression quand même qu'il y a autant de choses qui se passent autour du Skinwalker Ranch que dans le Skinwalker Ranch, en fait. Hmm. Pour moi, c'est vraiment toute une zone où il se passe des choses étranges. Maintenant, moi, je reste persuadé que oui, des choses arrivent là-bas, mais peut-être pas autant qu'on veut se l'imaginer ou qu'on veut nous le faire imaginer. Ok, d'accord. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on revienne au lieu où tu as été témoin de la créature. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu d'autres apparitions de ce style à l'endroit même où tu l'as vu? Est-ce que tu as eu d'écho de ce témoignage? Alors non, j'ai pas eu écho d'autres témoignages sur ce lieu même. Par contre, j'ai eu Gilda qui est venue sur la chaîne, qui est pas si loin, qui est pas très très loin, qui doit être allée à une demi-heure, trois quarts d'heure de route de là où j'ai eu mon observation, mais qui elle a vu quelque chose qui ressemblerait à un rec. Alors bien sûr, on appelle ça rec parce que ça a le visage qui correspond, mais après les traits physiques ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux dessinés de la creepypasta. Mais cette créature n'ayant pas de nom, voilà, on a employé le terme rec, l'appellation rec. Mais après, dernièrement, j'ai eu deux frères, dont un qui m'a contacté, mais ils sont deux témoins, ces deux frères. Euh, Là, on a quoi? On est à, je dirais 20 minutes, ouais, non, peut-être plus quand même, une bonne demi-heure, ouais, une bonne demi-heure de là où j'ai eu mon observation. Eux ont aussi vu quelque chose pendant qu'ils roulaient avec leur camion sur le bord de la route. Ils ont vu une créature bizarre en train de manger aussi. Alors, c'était pas un dogman, c'était autre chose. Mais quand même, ça reste pas très loin non plus. Donc, on va dire, on a quand même deux observations assez proches, qui ne sont pas celles du dogman. Ensuite, je sais qu'il y a Lucas aussi qui a témoigné, qui lui, c'est plus vers Toulouse, mais là, ça fait un peu plus loin quand même. Mais voilà, donc je dirais ouais, deux observations qui sont pas la même créature que moi, mais qui signalent quand même ouais, enfin, des choses assez bizarres. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que ma prochaine question allait venir, par exemple, sur la théorie de Bragi-Belovac, où justement, lui parle que ça serait des êtres venant d'une autre dimension. Et je sais que normalement, tu dois recevoir Bragi, t'as pas encore fait la vidéo avec Bragi, il me semble. Oh, Bragi, j'en fais plein avec lui, donc il est à la maison hein, sur la chaîne, donc voilà, il vient quand il veut, il le sait. On Oui, je s'entend sais très qu'il bien vient tous dans les le chat deux. parfois, ouais. Mm. Oui, voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, avec qui je suis allé aussi sur le terrain, que j'ai vu travailler, et ça, c'est important. Et surtout, c'est un des seuls qui débat. C'est-à-dire que ceux qui font des livres, j'ai l'impression, ne viennent pas trop débattre. Et Bragi, lui, n'a pas peur de se confronter aux critiques. Et surtout, voilà, accepte le fait que des gens aiment sa théorie, d'autres moins, voilà. Et puis, c'est vrai que Bragi, des fois, parle beaucoup.
parle beaucoup quand il défend sa théorie et tout ça. Et des fois, je sais que ça peut paraître pénible pour certaines personnes, mais il faut lui reconnaître que c'est quand il agit comme ça que, enfin, moi, c'est un passionné. C'est un passionné. Et Oui, ce bien que sûr. j'aime chez lui, c'est que quand je le vois, il a ses yeux qui brillent. Il a ses yeux qui brillent, il est à fond, il est là, il détaille tout, il essaye d'avoir le maximum d'éléments possible pour étayer sa théorie. Et ça, j'aime. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on cautionne ou pas sa théorie, ça reste un passionné. Et ça, j'adore. Et pour l'avoir vu travailler sur le terrain, ça le confirme. Ça le confirme carrément. C'est un vrai passionné qui aime débattre. Et alors moi, je suis pas d'accord sur tout avec sa théorie, mais il faut lui reconnaître quand même qu'il y a deux choses très très importantes dans son travail, dans ses travaux, c'est ces lignes telluriques, d'énergie. Je trouve que quand même, c'est bien que quelqu'un s'y penche. Je trouve qu'il a très bien fait. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand il y a des croisements, des machins, il y a des choses qui arrivent, des phénomènes étranges. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Moi, je dis pourquoi pas. Et ensuite, il y a cette théorie aussi qui veut que ces choses pourraient passer d'une dimension à une autre. Et je me dis, oui, pourquoi pas aussi? Parce que beaucoup de théoriciens, surtout aux États-Unis, parlent aussi de ça. D'ailleurs, quand je me suis rendu dans l'Utah, que j'ai questionné un monsieur qui travaille là-bas sur le sujet du dogman, ouais, il m'a clairement expliqué que maintenant, la plupart des gens étaient passés à cette théorie-là. La théorie très rationnelle et cartésienne, voilà, ils avaient essayé de faire comme ils pouvaient voilà, pour se dire c'est bon, ça existe, ça vit dans nos forêts, c'est bien vivant, bien palpable, ils vivent dans des cavernes et tout ça. Voilà, lui m'a dit, bon, mais non, là, pour nous, maintenant, on en est à voilà, ils en sont venus à vraiment se dire que ça venait d'ailleurs. Voilà. Surtout qu'il y a des témoignages, il m'a expliqué, où des gens les voient, puis ils disparaissent dans de la lumière, où les empreintes s'arrêtent, comme si la bête, voilà, d'un coup, elle est disparue. Ah, donc oui, après, moi, je dis pas que c'est la théorie sur laquelle il faut s'orienter. Je dis juste que à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose finalement. Donc, tout ce qu'on a, c'est des témoignages. Et après, on a des empreintes, oui, mais ça suffit pas, c'est pas assez. Donc, Bien sûr. donc c'est pas évident. C'est pas évident euh, d'affirmer des choses et de s'orienter vers quelque chose de bien précis parce que ça demande, je pense, encore beaucoup de travail, encore beaucoup de travail. Ouais, Mais bah, c'est une théorie sur idéal laquelle pour. il faut aussi se pencher parce que moi je dis voilà, il faut rester ouvert. Euh, tant qu'on ne sait pas, ça coûte rien du tout de rester ouvert et d'écouter ce qu'ont à nous dire les gens, en tout cas les théoriciens, Bien ceux qui sûr. aiment débattre. Et ouais, Qui le veulent. oui. Ah oui, oui, parce que oui. Et moi, je me disais, mais pour qu'on puisse savoir ce que c'est vrai que l'idéal, ça serait de pouvoir prélever de la salive sur les carcasses potentielles, tu vois, pour faire des analyses, ou même retrouver des poils qui sont accrochés à une branche d'arbre, des trucs comme ça, pour derrière faire des analyses et pouvoir voir à quelle famille ça appartient, un animal et tout, s'il y a de l'ADN, je sais pas quelconque. Donc oui, ça serait l'idéal, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon. Oui, c'est ça, la preuve ultime, c'est l'ADN, c'est le poil, c'est le corps, du sang, enfin voilà, mais et là pour l'instant on n'a pas ça. Alors certains vous Mm. diront qu'on a déjà trouvé des poils qui disent OK, mais du moment que tous les gens ne sont pas au courant de ça, c'est que pour l'instant on ne sait pas. Donc le but c'est de donner, s'il y a cette information et si elle s'avère véridique, cette information doit être donnée à tout le monde pour que tout le monde puisse établir le fait que cette chose existe. Et je suis désolé de le dire, on est en 2023 et questionne n'importe qui dans la rue en disant oui, le Bigfoot existe, c'est sûr, on a retrouvé un poil, ça a dit ça. Là, on va dire ouais, c'est bien, allez,
C'est bien, garçon, c'est bien. Voilà, la plupart vont te faire ça. Donc, non, il faut continuer à chercher, il faut continuer à enquêter jusqu'au jour où peut-être avec un peu de chance, on arrivera à mettre la main sur quelque chose qui nous permettra d'établir un fait réel, qui nous permettra par la suite de dire, voilà, on a une preuve évidente que cette chose existe. Alors après, les théories, ça je le laisse Oui, aux bien autres sûr, pour ça va dans tous l'instant. les sens. Mais voilà, je le laisse aux autres pour l'instant. Mais au moins, on pourra dire, voilà, on pourra l'affirmer à ce moment-là que cette chose existe. On ne pourra pas dire le contraire parce que ça a été prouvé par un fait évident, clair, net et précis. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas le cas. Alors, nous, on a eu, pour moi, ce que je dis, le semblant de preuve le plus proche, c'est l'empreinte qu'on a eue. Les empreintes qu'on a eues en Suisse. Manque de bol, voilà, quand on a essayé de récolter les petits poils sur l'empreinte et tout ça, en fait, c'était végétatif, ça avait rien à voir avec des poils, rien du tout. Donc, du coup, bon, là-dessus, c'est pas de bol. Mais une empreinte, c'est pas une preuve formelle. Le problème, il est là. Mais, en tout cas, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est, pour le moment, le plus probant, même si c'est pas une preuve à 100%. Voilà. Et l'avantage qu'on a eu aussi, c'est que quitte à avoir ce genre comment dire, d'artefacts, de faits, il faut de suite le faire attester. Et c'est là où on a eu la chance de pouvoir le faire analyser par un vrai professionnel pour quand même établir déjà mais le constat. Qu'est-ce que c'est que d'où vient cette empreinte à qui elle appartient. Et là, on a déjà un résultat qui montre bien que cette empreinte pourrait appartenir à une créature, un animal, certains diront. Parce que moi, je suis pas méchant. Hein, je veux dire, s'il y en a qui disent animal, s'ils veulent. Voilà, moi, je suis pas là pour dire que je suis un expert, spécialiste de quoi que ce soit. J'essaye de faire juste mon travail du mieux que je peux. Et ouais, donc voilà, le fait que ça soit analysé et que ça montre que c'est quelque chose de telle taille qui fait tel poids, parce que elle était quand même immense cette empreinte. Et il y en a eu d'autres aussi que j'avais mis en vidéo lors d'un live qui avait été retrouvé. Pareil, où on trouve cette empreinte et puis après il n'y en a plus. Donc là c'est pareil, on retombe encore sur une empreinte qu'on trouve, une, deux, et puis hop, il n'y en a plus après. Alors le truc, est-ce qu'il s'est envolé? Est-ce qu'il a sauté à 40 mètres plus loin? Je ne sais pas. Mais ça aussi, c'est vrai que c'est suspect, c'est bizarre. Mais les empreintes sont colossales. Et là, on voit bien qu'il y a des ongles. On voit bien que on a les 5 doigts. Donc c'est pour ça que des fois, ça contredit aussi ce que peuvent voir aussi les Américains. Les Américains, souvent, ils disent oui, on a de grosses empreintes de canidés. Moi, j'ai plus l'impression qu'ici, on aurait plus des empreintes avec 5 doigts, quoi, 5 doigts de pied. Alors certes, avec une voûte qui ressemble à celle d'un canidé, mais ici, on n'aurait pas donc des empreintes qui ressembleraient à un loup ou à un chien, quoi. On aurait plus quelque chose qui ressemblerait quand même voilà, imaginer la main là avec des longues griffes, quoi. Donc plus quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, des empreintes qu'on a trouvées, ça ressemblait plus à ça que à une grosse empreinte de chien ou de loup. Ce qui pour moi fait la différence, parce qu'on voit que c'est balèze, on voit que c'est large, que c'est, et puis on voit aussi que le vétérinaire est un peu dubitatif, quoi. Il sait pas trop comment expliquer la chose, parce que il a jamais vu ça et donc c'est bien, parce que si ça avait été moi qui aurais fait, bon alors ici nous avons une empreinte, je suis sûr que c'est une empreinte de Dogman. Regardez la taille, machin. Déjà, on peut croire que c'est moi qui l'ai faite. Alors, je sais pas comment j'aurais fait, mais on peut croire. Je suis pas qualifié pour ce genre de choses. Absolument pas. Alors, bien sûr, je connais une empreinte de loup, je connais une empreinte de chien, une empreinte de sanglier, de ça. Il n'y a pas de souci, ça, je reconnais. Mais là, même malgré ça, je ne suis pas qualifié. Donc, même si je suis là à dire oui, c'est une empreinte qui n'est. Non, il faut le faire faire par un professionnel. Si on veut être sérieux dans sa démarche et amener du crédit au sujet, chacun doit jouer son rôle. Moi, je veux dire, je ne suis pas youtubeur, donc je ne vais pas tout ramener à moi.
en disant je suis ici, je suis ça, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai découvert ça. Non, non, non. Nous, on marche en équipe. C'est-à-dire que moi, je fais ce que je fais mon travail du mieux que je peux sur la chaîne. Mais après, autour de moi, il faut que j'ai des professionnels qui m'entourent, des gens qui s'y connaissent, pour pouvoir voilà, attester de certains faits qu'il arrive pendant une rencontre, pendant qu'on trouve une empreinte, tout ça. Parce que ça va permettre aux gens de se dire, OK, là, c'est sérieux, il y a un tel professionnel qui s'est déplacé, qui a dit que ça s'était passé comme ça, machin. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. Hein. Tu posais la question au début de l'entretien, mais c'est aussi parce que je ne comprenais pas pourquoi les témoins, on ne les faisait pas parler entre eux, pourquoi on n'avait pas encore fait venir des professionnels pour se pencher sur la chose et voilà, essayer de créer des connexions comme ça pour travailler en équipe, en fait, et amener à donner du crédit à ce sujet. Et c'est le problème de YouTube, c'est que souvent le YouTuber, dont la personne recentre tout sur elle-même, elle est le centre du monde, et donc en gros, elle se retrouve spécialiste de tout, de machin, alors qu'elle est qualifiée en rien s'il faut. Tu vois ce que je veux dire, Thibaut? Moi, j'ai pas honte de le dire, je suis pas vétérinaire, je suis pas qualifié pour être vétérinaire ou pour analyser une empreinte, même si j'ai un diplôme en environnement et je sais reconnaître les empreintes des animaux. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour paraître, pour amener un fait concret qui est sous les yeux, sous mes yeux. Si voilà, il faut que ça soit un professionnel qui vienne et qui fasse l'analyse. Comme ça, les gens qui regardent la vidéo, ok. Voilà. Si vous voulez parler, faites-le, mais dans ce cas-là, il faut que vous aussi, vous soyez un professionnel pour débattre et en discuter. Voilà. Donc, mon but, c'est vraiment essayer d'amener des gens comme ça, des vrais professionnels, à se pencher sur le sujet et rejoindre, je vais dire, Connexion Mystère pour aider à faire évoluer le schmilblick. Tout à fait. Et tu vois, on avait parlé de cette affaire dans le Kentucky, mais ça me fait penser, en France, on a eu aussi ce type d'affaire avec la bête du Gévaudan, avec des attaques, Oui, oui. ou avec les témoignages de l'époque qui expliquent que la bête était bipède. Je connais aucun loup qui est bipède, tu vois. Donc là aussi, ça contredit aussi l'enquête et le livre qui a été fait par Jean-Claude Bourré, qui avait fait un livre dessus. Mais Oui. d'ailleurs, il avait fait une maquette, une représentation du loup, un gros loup machin et tout. Mais ça va pas du tout, puisque les témoignages et les représentations qui sont faites des dessins de l'époque, c'était une créature bipède. Donc là aussi, moi, En ça fait, me le fait penser problème aussi à qu'on a ça. avec la bête du Gévaudan, c'est que ça part dans tous les sens et qu'on a eu une mauvaise influence aussi par rapport aux films récents. Et c'est vrai que la bête qui a été faite tu l'as dit précédemment, Jean-Claude Bourré. voilà. Moi, je la sens lourde, quoi. Je la vois pas sous un mur de 3 mètres. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression d'un Oui, truc. Wow, pareil, il y avait quelque chose qui collait pas, tu vois. voilà. Ça fait gros, ça fait pas très agile. Pour Voilà. Bon, moi, si tu après, veux, Virgile, si tu veux, pour moi, cette représente du loup, elle représente pour moi plus le fameux gros loup qu'ils ont tué, qu'ils ont empaillé, qu'ils avaient ramené au roi à l'époque. oui. C'est-à-dire la Pour fin de moi, la ça première représente plus partie, en ça. gros. Ouais, ouais. Mm. Après, c'est vrai que, bon, moi, j'ai interviewé Monsieur Soulier. C'est vrai que Monsieur Soulier explique que quand elle est vue bipède, c'est parce que si elle est dans l'eau, on voit les pattes et la tête ressortir. Donc, on imagine qu'elle peut être bipède. Pourquoi pas? Honnêtement, c'est vrai que Monsieur Soulier, lui, travaille avec les sources du passé, avec les archives réelles hein, de l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc c'est vrai que là-dessus, et puis c'est une personne super. Enfin, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec lui. Il a une connaissance incroyable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres histoires où on s'aperçoit que le soldat qui se retrouve face à la bête au moment où elle arrive et qu'elle a traversé cette rivière ne tire pas et semble traumatisé. Et après, on apprend qu'il a eu de la fièvre pendant plusieurs jours. Donc, comment se fait que l'élite, les soldats d'élite du roi, qui Les ont dragons. fait des guerres dans le nord qui était, je crois, à cette époque-là, Mm. qui avaient fait des guerres dans le nord américain, là, ils sont face, c'est l'élite, quoi. Ils se retrouvent face à Ouais, cette c'est les bête. dragons du roi. Ouais. Mm.
Voilà, et il n'arrive pas, il ne tire pas. Alors au début, il disait, ouais, il y avait des sources qui disaient que c'était pas les dragons, mais finalement, Monsieur Soulier a confirmé que c'était bien les dragons. Ouais, il tire pas, il est malade après. Mais bon, encore une fois, c'est des sources qui diffèrent. Donc là-dessus, moi, je peux pas trop me prononcer. J'ai essayé plutôt d'amener un vent de fraîcheur sur la bête du Gévaudan parce que je trouve que finalement, on cherche tous à essayer de savoir, mais il faut qu'on se le dise, on le sera probablement jamais. C'est pour ça que j'ai essayé de confronter les témoignages de maintenant avec cette bête bipède que déjà aperçoit, mais pas que. Il y a aussi cette bête noire quadrupède qui, elle, pourrait s'approcher de quelque chose qui aurait pu ressembler à la bête du Gévaudan. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Alors, elle ne tue pas, en tout cas, elle ne semble pas tuer comme à cette époque-là, mais quand même, je pense au témoignage de Julien récemment, et d'autres qui viendront par la suite, où voilà, on voit cette bête. Mais les gens aussi dans le Lot-et-Garonne qui ont vu cette bête qu'ils ont prise en photo aussi, qui disent que ça faisait la taille d'un poney, voire plus grand, très large sur le devant. C'est vrai que ça fait poser question. Ève aussi ça ressemble aussi à cette bête quadrupède avec une sorte de crinière ici. Ça fait poser question. J'ai l'impression euh, il y a ce fameux dogman que d'autres appelleront loup-garou. Ouais, ils font comme ils veulent. Et là-dessus, moi, je suis pas, je suis pas un dictateur d'appellation. Ils font comme ils veulent. Moi, j'aime bien le terme loup-garou aussi, mais c'est vrai que Dogman, ça fait peut-être plus sérieux maintenant à l'heure d'aujourd'hui. On n'a pas cette connotation de transformation, lycanthropie derrière avec le loup-garou. Et ouais, j'ai l'impression on a ce Dogman, donc cette créature bipède avec des épaules assez solides, de grande taille, et on a à côté une autre bestiole étrange, mais qui, elle, n'a pas cette faculté bipède, en tout cas qui ne la laisse pas supposer ou entendre, et qui a l'air quand même assez balèze aussi. Et en tout cas, moi, j'établis ces faits-là. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'individus. Maintenant, est-ce qu'ils sortent tous du même endroit de ma chaîne? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on doit établir le fait qu'il y a un animal inconnu en France, peut-être que oui, on en a un avec cette fameuse bête quadrupède. Et si on ne la voit pas souvent, et très rarement, comme je l'ai partagé à Julien, c'est peut-être parce que, imaginons que cette bête est en voie de disparition, d'extinction. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on la voit si rarement. Mais bon, encore une fois, c'est des théories, c'est une façon de voir les choses comme une autre. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu parles de ces créatures-là, mais tu as parlé aussi du Bigfoot. Il y a, d'ailleurs, au Japon, c'est le type de créature sur lequel tu as enquêté, ça ressemblait à ça, ce type de Bigfoot. J'aimerais que tu nous parles aussi des témoignages que tu as pu avoir, parce que c'est aussi très intéressant. Il y avait aussi beaucoup, notamment en Amérique du Nord, de témoignages là-dessus. Alors le Bigfoot japonais qu'on appelle le Ibagon, dans d'autres endroits, il est appelé différemment. Euh, les témoignages ont surtout commencé dans le début des années 70 jusqu'à milieu des années 80, voire fin des années 80, je crois. Après, on n'a pas eu vraiment d'autres témoignages, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de témoignages que les gens ne voient rien. Hein. C'est peut-être parce que des fois ça se calme, mais peut-être que les gens n'ont pas envie de parler parce que la période fait que tu peux passer pour un farfelu. Après, quand même, les gens au Japon semblent finalement beaucoup plus ouverts sur le sujet, à ma grande surprise. Et surtout, je me suis retrouvé confronté à des choses pour lesquelles j'étais pas préparé. Et ça, c'est cool quand on est surpris comme ça. Euh, c'est appréciable parce que du coup, on se retrouve dans des situations où, ben voilà, c'était complètement improbable, où on me parle d'énormément, enfin, on me parle de beaucoup d'observations de ptérodactyles. On me parle aussi d'observations donc de tengu, donc un être bizarre, enfin étrange, ailé, qui fait partie de la culture japonaise,
qui est un yokai Ouais, normalement. les démons, ils appellent ça le Tengu, ouais. Ouais, le Tengu, ouais. C'est un C'est un démon, yokai ou. ouais. Mm. Mais bon, en fait, on s'aperçoit que chez les yokai, une fois que des yokai sont vus en vrai, que des témoins les voient, finalement, c'est plus des yokai, c'est des cryptides en fait. Ils deviennent des humains. Voilà. Mm. Donc c'était assez fou de me retrouver à enquêter sur ce genre de choses. Mais c'est parce que les gens, voilà, là-bas, voulaient absolument partager avec moi ce genre de rencontres, de faits. Et c'est vrai que avec Kyle, j'ai beaucoup appris sur le sujet des disparitions au Japon. C'est vrai qu'il y a énormément de disparitions étranges au Japon. Ça aussi, ça fait froid dans le dos. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et bon, bien sûr, sur le Ibagon, où j'ai rencontré des personnes incroyables, hein, vraiment très attachantes, très humaines, très passionnées aussi. Et c'était vraiment une super expérience. C'était vraiment une super expérience. Maintenant, j'aimerais y retourner, mais pour aller faire du terrain. C'est vrai que la dernière fois, ça a été beaucoup d'entretiens, d'échanges, et puis ça a été beaucoup de boulot pour essayer d'avoir, enfin, beaucoup d'organisation pour essayer d'avoir ces rendez-vous-là. Dont le dernier où j'étais pas sûr de l'avoir, mais finalement ça a pu se faire et ça c'est génial. Donc voilà, il y a beaucoup de travail avant de partir, beaucoup d'organisation. Mais c'est vrai que la prochaine fois, et puis c'est eux qui me l'ont proposé, ils m'ont dit la prochaine fois, on ira dans les montagnes, je te montrerai la grotte, ou à l'époque, euh, ils, le roi de l'époque avait dit oui, il faut aller tuer le Oni. Donc, Oni, c'est les démons. Et Oui. la description de ce Oni de l'époque ressemble beaucoup à celui de l'Ibagon de maintenant. Donc, voilà, il dit je te montrerai la grotte où ils sont allés, où ils se sont rendus, les samouraïs, et ils ont dézingué toutes ces bestioles. Donc, voilà, il y a encore de belles choses à vivre là-bas. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut trouver le temps, ça demande encore toujours pareil, une grosse organisation. Financièrement, ben, c'est pas. Mm. Parce que bon, C'est un moi budget. j'investis Mm. tout quasiment de ma poche. Donc, c'est pas évident non plus. Euh, mais c'était super, super. Et puis, c'est des projets que j'avais mis sur 5 ans, en fait. Je me suis dit, ouais, sur 5 ans, voire même un peu plus, je vais essayer de faire ça. Et finalement, je m'aperçois que là, ma chaîne a tout juste 2 ans. Et j'ai déjà fait le Japon. Et je suis déjà parti dans l'Utah faire le Phénomécon et rencontrer les gens du Skinwalker Ranch. Donc, ça va, c'est quand même pas mal. Bien sûr. Ben, d'ailleurs, sur le Bigfoot, je ne sais pas si tu connais Christian Le Noël. Oui, oui, oui. Christian Le Noël, je ne sais pas Oui, si très grand tu es en monsieur, très, contact très grand avec monsieur. lui. Oui, bien sûr, que lui appelle justement l'homme velu. Et ces créatures-là. Qui est d'ailleurs quelqu'un un professionnel puisqu'il a été guide de chasse, il a été directeur du parc national des écrins. Donc c'est quelqu'un qui connaît Hmm. la biodiversité, la faune sauvage. Donc quelqu'un, oui, qui a une grosse Ben, connaissance. Et, c'est ça. Moi, je l'ai connu grâce à Jean-Yves, ce monsieur-là. d'accord. Ouais. Et Ouais. on va le voir sur ta chaîne potentiellement ou pas parce que ça serait vraiment intéressant. On n'a pas beaucoup de témoignages de sa part parce que Alors, faudrait que je vois parce que je crois qu'il est très âgé maintenant. oui, il Donc, a un certain âge maintenant. donc il faut voir. Je sais que Dimitri et Valentin là, ont beaucoup d'estime aussi pour ce monsieur. J'ai vu que Jean-Yves avait les livres. Enfin voilà, on sent que dans le folklore du Bigfoot, dans ce registre-là, c'est la référence. Et en plus, ça a l'air de quelqu'un de très humain, de très gentil, avec beaucoup d'expérience, qui sait dire les choses, qui les explique bien. Et c'est vrai que oui, ça serait super de pouvoir l'avoir sur la chaîne. Maintenant, il faudra entreprendre les démarches et voir s'il est en capacité de pouvoir venir de vivre un échange comme ça avec moi sur la chaîne. Oui, mais effectivement, ça serait super, ça serait super. Oui, parce que j'avais vu qu'il avait montré des photos qui ont été prises au Vietnam où des soldats américains pendant la guerre du Vietnam avaient tué justement
ce type de créature. Donc, oui, il a des sacrés. On parlait justement d'artefacts, mais lui, il a pas mal de choses sur le sujet. Oh bah, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Parce que ben, c'est quelqu'un d'expérience, hein, c'est quelqu'un d'expérience qui a pas mal bourlingué. Et c'est un bel exemple d'ailleurs, ce monsieur-là. C'est comme je dis, moi, souvent on me dit, ouais, mais Virgile, tu veux pas écrire un livre et tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le boom. Dès que tu fais un truc, de suite, il faut que tu écrives un livre. Ouais, mais bon, oui, pourquoi pas, mais pas. Enfin, moi, je suis dans l'idée de d'abord faire beaucoup de choses de mon côté, avoir beaucoup de matière pour pouvoir après l'exposer dans un livre. Mais je me laisse le temps pour Mm. ça. J'ai envie encore de voyager, d'en apprendre encore plus, d'être surpris aussi, d'être surpris comme je l'ai été au Japon. Euh, voilà, gagner en expérience aussi pour pouvoir vraiment faire un livre riche et de qualité sur, sur ce que pourraient être ces créatures et éventuellement d'où elles viennent. Même si, comme je le dis tout le temps, peut-être qu'une vie ne suffira pas. Mm. Peut-être, malheureusement. Mais pareil, on a parlé d'attaque de Dogman, mais le Bigfoot attaquerait aussi, puisque il y a eu en Russie avec ce qui s'était passé dans les années 50, c'était avec les 9 étudiants à Ah Dyatlov, oui, c'était mon Dyatlov, c'est ça? le col Dyatlov. Où justement, Alors tu as les là, autochtones, donc là-bas, tu as des réserves alors pour moi, le sur col sur les Dyatlov, témoignages? je pense pas que je le mettrais sur le. Je pense que c'est. Je suis pas sûr. Après, je devais inviter un monsieur qui a écrit un livre sur le col Dyatlov, qui s'y est rendu d'ailleurs, qui a connu la dernière personne qui est décédée il y a pas très longtemps, là. Monsieur Russe, qui était le spécialiste du col de Dyatlov d'ailleurs. Il devait venir sur la chaîne, mais c'est vrai que euh, avec tout ce que je dois gérer à côté, j'ai un peu mis l'interview de côté. Il faudrait que j'y revienne dessus, il faudrait que je retrouve son contact. Je sais que voilà, ça peut se faire. Je suis pas, euh, ouais, je suis pas pressé, mais en même temps, voilà, je sais que je peux remettre la main dessus et je suis sûr que ça lui fera plaisir d'avoir de mes nouvelles et voilà qu'on rééchange ensemble pour éventuellement qu'il vienne sur la chaîne parler de son travail sur le col de Dyatlov. Mais euh, en ce qui concerne ce fameux Bigfoot là qui aurait, alors je crois que je sais plus comment il appelle dans le carnet. Euh, je me demande si c'est pas homme sauvage ou un truc comme ça. Mais déjà la photo, je crois qu'elle était truquée. Enfin, c'était pas une vraie photo. Elle a été débunkée et je pense qu'ils ont eu affaire à autre chose, moi. Quoi, c'est compliqué, personne ne le sait encore à l'heure d'aujourd'hui. Mm. Mais parce que tu vois, je prends juste par exemple la cime des arbres qui était cramée. Vous voyez, la cime des Oui, arbres, c'est vrai qu'ils ont été irradiés. Ils ont été irradiés ouais, aussi, ouais, voilà. les corps ont Alors été je me dis irradiés. pourquoi Mm. un Bigfoot, il y aurait, tu vois, de la radiation, la cime des arbres brûlés, ça me paraît bizarre. Donc je pense que moi, je m'orienterai pas du tout vers ça. Après, oui, il doit en exister, ça c'est certain, Oui, parce que dans les le Oual. autochtones parlent justement de ce type de créatures, hein. Oui, oui, oui. Les peuples Ah, mais nomades qu'il y a là-bas. c'est tellement vaste que oui, oui, moi, j'en doute pas. Mais par contre, sur le décès de ce groupe de jeunes personnes, pour moi, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est vrai que Oui, parce waouh, qu'ils c'est atroce. ils auraient vu une espèce de boule de feu descendre. Il y a une histoire comme ça aussi au sommet du col. Donc, ouais, Ouais, là-dessus, encore une fois, c'est compliqué. C'est une affaire qui remonte à pas mal de temps maintenant. Donc, je sais qu'il y avait une photo aussi où on voyait, on pouvait dire, ah, regardez, c'est une lumière, est-ce que c'est un ovni? Je ne sais pas trop. Il y en a qui parlent de missiles nucléaires ou un truc comme ça. Donc, il y a pas mal de théories hein, qui émergent, qui ont déjà émergé plutôt. Maintenant, vers laquelle s'orienter, c'est assez compliqué. Euh, Là-dessus, oui, et puis je ne saurais et pas dire. puis l'enquête qui avait merde, je vais arriver à le dire, qui avait dû être faite par le gouvernement de l'époque
À mon avis, ça doit être quelque part, je ne sais où en Russie à l'époque, c'était à l'époque soviétique, donc je pense bien que ce type d'info, fallait pas que ça passe au sein de la population, donc je ne serais pas étonné qu'il l'ait étouffé, quoi. C'est ça, c'est que ça peut être une erreur de leur part. Ils ont fait peut-être péter un truc ou machin, et bon, c'est tombé. Mais bon, c'est toujours pareil. Imaginons que c'est je sais pas, un truc, comment dire, un truc, une bombe, pas une bombe, mais une fusée ou un truc comme ça qui aurait explosé ou je sais pas quoi encore. Tu vois, que la fille soit retrouvée avec la langue arrachée. Enfin, tu vois, Oui, c'est il y a eu j'ai un corps, l'impression ouais, que- langue arrachée avec l'œil arraché, ouais. Mm. Ouais, et puis les deux jeunes qui sont retrouvés, enfin, ils ont eu des chocs comme s'ils s'étaient battus, comme ils s'étaient battus face à quelque chose. Mm. Donc, c'est là où c'est hyper complexe quand même, parce que moi, je mets pas tout ce qui est Bigfoot là-bas et tout ça. Je pense que non, il n'y a rien à voir. Il y a cette cime des arbres qui est cramée, il y a de la radioactivité, mais en même temps, on a l'impression qu'ils se sont défendus face à quelque chose. Mm. C'est, t'imagines toutes les directions que ça prend le machin. C'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir un avis là-dessus, un avis ferme en tout cas. D'ailleurs, on n'en a pas, hein, donc voilà, tout n'est que théorie pour l'instant, et je sais même pas si un jour on trouvera le fin mot de l'histoire. Oui, bien sûr, ça se trouve, c'est peut-être une expérience de l'armée soviétique, tu vois, qui a mal tourné, un espèce de super soldat, parce qu'on sait que à cette époque-là, que ce soit les Américains et les Soviétiques, étaient bien dans ce délire. C'est d'ailleurs Voilà, notamment, c'est ce qui a inspiré la création de Captain America et de Hulk, hein, tu vois. et c'est Ils étaient vrai. un peu dans ce délire de chercher le super soldat. Bah, encore récemment, il y a eu des articles qui sont sortis où les Russes voulaient récupérer de l'ADN sur des squelettes de soldats sith, tu vois, pour en faire des soldats. Tu vois, ils sont dans ce type de délire, hein. Toutes les armées du monde cherchent le soldat ultime. Donc ça peut être possiblement un truc comme ça, mais bon, après, voilà, quoi. On sait pas, on le saura peut-être jamais. Oui, en principe, quand ils font ce genre de magouille, ouais. Peut-être qu'on le sera un jour dans le futur, qui sait, mais bon. Mm. Bien sûr. Et tu vois, on avait parlé de la bête du Gévaudan, mais dans l'histoire, il y a aussi d'autres pistes, avec notamment le dieu Anubis dans la mythologie égyptienne, qui est représenté en loup avec un corps de loup, ou même encore dans la Grèce antique avec le roi Lycaon, qui a été changé en loup par le dieu Zeus. Donc, ça serait encore plus vieux qu'on ne le pense, ce type d'histoire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus? Est-ce que tu as fouillé justement dans la mythologie un peu égyptienne ou grecque? Alors, j'ai déjà fait ça, mais disons que moi, je me réfère plus à l'observation des gens. Et c'est vrai que quand les gens, et surtout en ce moment, j'ai eu pas mal de témoignages où des gens expliquent que ça ressemblait au dieu Anubis, hein. Ça avait vraiment une tête. C'est pour ça que quand je te dis Dogman, je trouve que Dogman, ça correspond le plus souvent mieux aux observations, parce que, ben, tu vois, Anubis, c'est une tête de chacal, c'est pas une tête de loup. Donc, voilà, on peut pas dire que c'est un loup-garou vu que c'est une tête de chacal. Donc, mais ouais, ce genre de description, je l'ai entendu et je continue à l'entendre. Donc, ça fait poser question. Ça fait vraiment poser question. Ouais, c'est ça. Parce que là, on est quand même face à des caractéristiques qui sont pas tout à fait les mêmes que les autres observations. Là, on a un visage plus fin, plus long. Il y a plus de maigreur aussi, très tracé. Ouais, c'est encore une fois, c'est pour ça que je dis, il y a quand même des types physiques qui sont différents, mais Oui, parce les gens quand même le décrivent bien comme ce qui ressemble au dieu Anubis. Mais vraiment, pour eux, c'était ça, quoi. Maintenant, et est-ce qu'il y a un lien à excuse-moi, faire avec la civilisation égyptienne? Possible, hein. possible. Et excuse-moi, il me semble que même dans les témoignages, des gens qui disent que la créature avait comme un museau de bulldog aussi. Oui, oui, oui. C'est Il y ça, a c'est aussi que ce type de c'est témoignage. Linda Godfrey qui a remis l'appellation Dogman au goût du jour, milieu des années 90, je crois, parce que elle s'est aperçue. Alors elle aimait employer le terme werewolf, loup-garou, tout comme moi, tout comme beaucoup.
Mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand les témoins parlent de, ils savent pas si c'était une tête de loup, ils savent pas si c'était une tête de chien. Il y en a, ils disent qu'il avait le museau un peu plus plat, large, moins long. Donc, du coup, ben, forcément, Dogman, c'est la meilleure appellation qui correspond. Donc, ça se comprend. Même moi, là, quand j'ai voyagé, c'est vrai que dès que je dis Dogman, les gens ils comprennent de suite. Ça passe beaucoup mieux. Parce que c'est rentré dans les mœurs maintenant. Mais alors que Dogman, à la base, c'est venu du Michigan, c'est pas du tout. Enfin voilà, ça aurait pu sombrer dans les oubliettes le plus total. Et finalement, tu vois, ça a été remis au goût du jour, mais pour une raison. Et cette raison, elle est tout à fait louable. Voilà. Et si tu veux, là, je voudrais qu'on passe à mon témoignage parce que je t'en avais parlé, je sais pas si tu te souviens, quand j'avais été en Bretagne, que j'avais vécu quelque chose. Donc, je vais l'expliquer, je vais en profiter. Si tu veux, j'étais en Bretagne parce que je m'étais rendu en forêt de Brocéliande, mais l'événement ne s'est pas passé en forêt de Brocéliande. Donc, je suis allé dans ce lieu. Et donc on est allé, on s'est baladé, c'était le soir. On va pour repartir. Et puis d'un coup, on sent comme le sol trembler, tu vois, comme si quelqu'un avait tapé un grand coup de poing dans le sol. Et ça nous a arrêté, on était trois. Ça nous a arrêté net. Et le collègue qui était derrière, il s'est retourné. Il nous a dit continuez à avancer. Donc on a continué à avancer, mais tu vois, on s'est pas précipité, on n'est pas parti en courant. On continue à marcher tranquillement et tout. Donc on marche. Et puis après, on passe à un espèce de petit pont parce qu'il y a mince, comment ça s'appelle, un petit barrage. Donc tu vois, le pont, on le prend, on va jusqu'à la voiture. Et donc après, on voit notre collègue qui commence à revenir. Et puis d'un coup, on entend le cri d'une bête. Tu vois, qui hurle et tout. On se demande ce que c'est. Et quand il arrive vers nous, qu'il arrive, on lui dit qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu as vu quelque chose? Et il nous a pas répondu. Parce qu'au niveau du cri et tout, on a dit qu'est-ce que c'est Et donc tu vois tout ça et pas un mot. Du coup, on est remonté dans la voiture, on est parti. Et si tu veux, je vais expliquer le nom du lieu. Il y en a peut-être qui vont faire une corrélation. Ça se situe sur la commune d'Iffandic et ça s'appelle la Chambre aux loups. Ah, encore une fois. Ouais. Donc tu vois, donc peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà rendus là-bas et qui ont vécu un truc comme moi. Bon, moi, je le dis tout de suite, hein, j'ai rien vu, mais par contre, j'ai bien senti le sol trembler, ça nous a arrêté net, comme s'il y avait un coup de poing, tu vois, ou un truc qui avait sauté. Et puis après, le cri ouais, d'une bête sauvage, je pourrais pas dire ce que c'est, mais voilà, c'est ce que j'ai vécu. Et à la Chambre Loup, à Ifandic, qui est pas bien Et ton loin copain, il t'a de. jamais dit s'il avait vu quelque chose ou pas? Il nous a jamais dit s'il avait vu quelque chose. Il s'est retourné. Et nous, les deux autres, donc moi et puis l'autre collègue, on est retourné à la voiture. Hmm. Ah, c'est ce Et qui serait donc il s'est intéressant, c'est de retourné. savoir ouais, si lui a vu quelque chose. Parce que s'il dit rien comme ça, qu'il retourne à la voiture, peut-être qu'il aurait vu ou observé quelque chose qui l'a marqué. Et du coup, qu'il n'a pas voulu en parler ou partager parce qu'il s'est dit peut-être que je vais passer pour un fou. Ben, on était avec lui, on a senti le truc en même temps, que ça soit le sol qui a tremblé ou le cri de la bête. Donc, on l'aurait Hmm. pris, je veux dire, au sérieux, parce on a vécu le truc. Mais ouais. Après, peut-être qu'aussi qu'il a peut-être pas vu quelque chose de particulier. Hein, c'était en pleine nuit. Il s'est retourné de suite et il n'y avait pas de lampe ni rien. Que- Après, David, qui est venu sur la chaîne, a eu une observation quand même très près de Brocéliande. Ouais, ben, il faut dire que c'est pas loin de Brocéliande, Voilà. de Pimpon, Plaine-dans-le-Grand, tout ça. Hein. Voilà. Donc, est-ce que c'est la même chose? À voir. Parce que après, tu vois, on a parlé de lieux telluriques, tout ça, avec le travail de Bragui. Et là-bas, si tu veux, tu as un gros rocher. Et si tu regardes, on voit un loup assis qui hurle comment en pleine nuit, tu vois. D'accord. C'est pour ça que c'est pour ça que Ah, ça mais c'est s'appelle rigolo des fois de faire du la lien chambre avec au le loup. nom des lieux.
C'est Bah, tu souvent regarderas sur Internet la chambre au loup et tu verras un peu à quoi ça ressemble. je Tu crois que c'est verras le rocher. là où, dans le Jura, là où Evie et Jessica ont eu leur observation, le petit village à côté s'appelle euh, le Loup Noir, un truc comme ça. Enfin, pareil, tu vois, c'est Ouais. assez fou à chaque fois. Des fois, ces lieux qui nous rappellent un petit peu, qui donnent un sens aux observations. C'est est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que pas du tout? Mais quand même, ça arrive assez fréquemment. Et, et tu vois, quelques temps après, le collègue, après, quand j'étais rentré chez moi, je l'avais eu au téléphone, il m'avait expliqué que il avait une connaissance chasseur là-bas dans le coin, qui lui avait dit que les loups étaient revenus en forêt de Brocéliande et ça s'était pas arrivé depuis je sais pas combien d'années. Ouais, Donc, voilà. À creuser. c'est ça. Si, Ah, maintenant, s'il y le a des loup, gens il va qui être... sont allés justement à la chambre au loup qui auraient vécu à peu près la même chose ou qui ont eu un visuel, ben écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, contactez Virgile et puis voilà. Voilà. Et eh ben, tu viendras par la même occasion, Thibaut. Bah écoute, avec plaisir. Voilà. Bah écoute, Virgile, on va arriver vers la fin de cet entretien. Je vais te remercier, mais avant ça, est-ce que tu as quelque chose à dire en mot de la fin? Et écoute, ben, te remercie à toi, Thibaut. Merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Et puis, j'espère que les gens auront apprécié cet échange. Et s'ils veulent en savoir plus, ben, qu'ils n'hésitent pas à se rendre sur la Allez voir chaîne. Connexion Et Mystère. Mm. voilà. Et puis, si éventuellement des gens ont eu écho ou ont eu une observation, voilà, ne pas hésiter à en parler. Voilà, vraiment, ça, c'est important. Chaque témoignage est précieux et amène une pierre à l'édifice. Et ça permet d'avancer dans les recherches et dans cette quête qui est si complexe, comme j'aime le dire. Donc voilà, faut pas hésiter. Voilà, la parole est libérée maintenant. Donc voilà, il faut plus avoir peur. Il faut en parler. Et puis ça Voilà. fait du bien. C'est Je sais de Virgile quoi je vous a parle. tout dit. Oui, Voilà. aussi. Virgile vous a tout dit. Si vous avez vécu quelque chose de particulier ou si vous êtes intéressé par le sujet, ben, allez voir sa chaîne Connexion Mystère. Donc moi, je reste plus qu'à remercier Virgile d'être venu. Je remercie tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et je vous dis de passer de bonnes fêtes et à la prochaine. Merci à tous. Merci Thibaut. Salut tout le monde.